l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 23 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec comme d'habitude une belle brochette d'experts. Aujourd'hui Christophe Buron, Valérie Lefort et Jean-François Nunez. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial. Jolie brochette. si, elle est pas mal. Dans un instant, un focus rapide sur le match de samedi face à Grenoble, on sera rapide. Puis le débat qui portera sur la formule du championnat de France de rugby. Doit-on réduire le championnat à 12 équipes ? Ensuite, nous découvrirons vos tops et vos flops et nous terminerons avec le quiz. Mais pour commencer, 3 infos. La première, elle concerne Morgan Parra qui ne disputera pas le match du tournoi Destination face à l'Irlande qui est prévu dimanche. Il est blessé, il est remplacé au sein du 15 tricolore par le demi de mêlée toulousain Sébastien Bézi. Christophe, il souffre des ischio-jambiers, c'est ça ? Oui, une petite alerte, une petite élongation. Tu dis qu'il ne jouera pas l'Irlande. Je ne suis pas sûr même s'il avait été en état, il aurait joué. Oui, disons que là, on sait qu'il ne va pas préparer le match en Irlande vu qu'il est resté à la maison, qu'il n'est pas monté à Marcoussis. Il a même été exempté de voyage, d'un aller-retour en banlieue parisienne. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas eu besoin de confirmation. Pour vérifier la nature de la blessure. Ouais. Voilà, après, j'imagine que dans le rapport classique entre les clubs et la sélection, ils demandent des radios, des rapports de médecins et quelque chose qui prouve bien qu'il est blessé. Mais bon, là, il n'y a pas de souci. La deuxième info, elle concerne Peter Betham. En inscrivant un essai face à Grenoble, l'ailier clermontois est monté sur le podium des meilleurs marqueurs d'essais du top 14. Betham a inscrit à ce jour 8 essais. Il est devancé par Imhoff et Vakatawa, les 2 joueurs du Racing 92, qui eux ont inscrit 9 essais chacun. On sait que tu as une tendresse particulière, Christophe, pour Peter Betham. Oui, tout à fait. Joueur élégant, racé. 15 titularisations, toutes compétitions confondues, et 15 essais. Donc là, c'est un ratio... plus qu'honorable, voilà. C'est un joueur. Et puis il n'avait pas marqué depuis un petit bout de temps, Christophe. Il n'avait pas marqué en top 14 depuis le voyage à Aimé Giral en fin décembre. Mais il avait eu deux matchs un peu en dessous. Là. Il était un peu moins précis, un peu plus. Mais bon, ça arrive. La troisième et dernière info, elle concerne l'affluence au Michelin samedi soir. Il y avait 15 579 spectateurs officiellement pour assister à la large victoire de l'ASM face à Grenoble, soit la plus faible affluence cette saison pour un match de championnat. Le précédent record, c'était face à la section paloise avec 16 528 spectateurs. La section paloise, pas cette année. Parce que la section paloise... Elle n'est pas encore venue. Elle vient dans 15 jours. Ah oui, alors je me suis trompé, mais le précédent record, c'est 16 528. Voilà. Mais le record, il s'est battu justement dans 15 jours, vu que le match est à 12h30. Ça sera un dimanche à minuit. C'est logique. Oui. Le club en face, elle fait pas rêver pour l'instant. Et puis c'était les vacances scolaires aussi. C'était encore les vacances. Donc il y a des gens qui n'étaient pas là. Voilà. Ça reste une belle chambrée quand même. Oui. Très honnête. Tu parlais malheureusement de record négatif. Et le record négatif risque malheureusement d'être battu le 17, c'est ça ? Le 17 mars, lors de la réception de la section paloise à midi et demi. C'est 15 000 et quelques avec un taux de remplissage, j'ai vu ça quelque part, à 79%. Et au Racing, ils étaient à peu près la même chose, à 150 près. Mais eux, ils étaient qu'à 48% de remplissage. Après, on sait que le Michelin attire énormément de monde. Ici Montferrand, épisode 23, la suite dans un instant, le débat. Mais d'abord, je vous propose un focus rapide, je vous le disais, sur le match de samedi face à Grenoble. Alors, victoire tranquille et sans surprise de l'ASM 52-17. Les Clermontois ont fait le boulot avec quelques soucis tout de même au poste de demi de mêlée. Ah bah oui, parce que ça a commencé la veille avec Morgan Parra qui devait débuter, donc forfait. Charlie Cassan qui a débuté, qui sur un plaquage, j'ai revu le match, il place pas trop bien la tête et il prend une belle cartouche par le 11, mais classique. Alors il y a ça, il sort pour sainement, mais je pense qu'il a quand même pris je pense qu'au niveau de la tête, ça secoue un peu. Ce que j'ai pas su, c'est s'il avait passé le protocole ou quoi. Alors s'il l'a passé ou pas, il est quand même revenu. Il est revenu avec un beau bandeau sur la tête. Mais il est resté 5 minutes parce que visiblement il n'était pas dans son assiette. Donc il a joué quoi ? Même pas une demi-heure. Il a été remplacé il a joué 27 minutes, un peu plus, mais bon, à peine quoi. Et donc il a été remplacé par Kevin Vialard. Ça a donné l'occasion en effet de voir le jeune Kevin Vialard qui a montré des dispositions un peu intéressantes. Sur sa prestation. Joueur vif, rapide, qui éjecte très vite, qui a une belle passe. C'est pas des passes lobées qui mettent 3 secondes à atteindre le destinataire.
C'est un petit peu la passe laser que j'aime bien. Période de doublon compliquée pour le petit Cassan quand même. Hein. Bon, il a vu Ledlow revenir pour le match contre Bordeaux. Là, il se blesse. D'abord, on lui annonce que Tu crois qu'il a chopé le virus Fernandez? Je sais pas. Non, mais il a vu 36 chandelles. D'abord, il y a le retour de Parra qui était pas prévu. Bon, qui finalement se solde, mais c'était pas lui qui devait jouer. Il joue finalement, il se blesse au bout d'une demi-heure. C'est pas une période de doublon compliquée pour lui quand même. On va rappeler que c'est la 12e victoire de l'ASM en 18 journées de championnat, hein, donc c'est plutôt encourageant pour une qualification directe pour les demi-finales. Oui, là, sauf accident. Il n'y aura pas de surprise, je pense que, parce que c'est vrai que les statistiques montrent que les l'ASM avec une avance vous êtes en train de me tuer mon top. Avec une avance de 9 points. Non mais alors après en revanche ça va y avoir match pour les places peut-être 5-6 là. 3, 4, 5, 6, ça va batailler très ferme. Oui, ça va batailler ferme. Et puis comme le disait Valérie il y a pas très longtemps ici même, va y avoir au moins un gros, voire deux plutôt sur le carreau. Ou 3. Oh, oui, au moins 2, oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat comme promis. Alors messieurs, la question est la suivante, elle est simple, doit-on réduire le championnat à 12 équipes? C'est un vieux serpent de mer. Messieurs, quels sont vos avis sur la question? Christophe? Moi je suis un fervent partisan du top 12 depuis longtemps, à l'image l'instar plutôt de Éric de Cromière, qui est le président, qui est un peu seul d'ailleurs. Oui, ça doit être un des rares quand même. Hein. C'est un des rares. Alors, régulièrement, je lui pose la question, il dit que l'idée fait un peu son chemin au sein des autres clubs, mais il est en minorité sur ce sujet. Pour moi, c'est évident. Déjà, ça permettrait peut-être de sauver l'équipe de France, qui est en perdition totale. Hein, qui n'est pas très en forme en ce moment. Oui. Parce que c'est évident que ce championnat, c'est là où les joueurs jouent le plus. C'est le plus chronophage. C'est celui qui a le plus de pression. Oui, on va rappeler, par exemple... Je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. En Angleterre, ils sont à 12, hein, c'est ça. Ils sont à 12. Alors, en Angleterre, ils sont à 12, mais quel est le joueur qui avait le plus joué, de niveau international, qui avait le plus joué la saison passée? Non, mais tu parles d'un joueur. Là. C'est Owen Farrell, c'est un Anglais. D'un joueur. Et, je suis désolé, c'est pas tout le monde. Il a plus joué que les autres. On n'a qu'à voir la prestation qui a été la sienne face à l'équipe de France, ou même les prestations qui sont les siennes lorsqu'il est aligné en club. Donc, alors, non, tu parles d'un cas particulier. Ouais. C'est un cas particulier. Alors moi, j'ai pas d'action à Canal. Hein. On se demande. Voilà. Si tu es abonné quand même ou pas? J'ai un abonnement. Oui, j'ai un abonnement, mais j'ai pas d'action à Canal+. Mais moi, je suis favorable au maintien d'un top 14. Alors certes, ça fait des affiches qui sont parfois disproportionnées. Ça rajoute des dates dans le calendrier, mais peut-être que ces dates, on peut aller les récupérer ailleurs, je pense, et plutôt que d'inventer une nouvelle compétition d'ordre mondial. Voilà. Donc moi je suis favorable au maintien, parce que quelque part ça laisse le rugby d'avant continuer à exister. Alors certes, on voit que Perpignan, les pauvres, ils sont en pleine galère. Agen, c'est pareil, mais Agen, chaque année, on leur retire un tiers de leur équipe, et l'année d'après, ils ont été puisés dans leur vivier, et ils proposent à nouveau des choses vachement intéressantes sur le ballon. On va donner la parole à Valérie. Top 12 ou top 14? Moi, au départ, top 13. Plutôt d'accord. Voilà, exactement. Non, je coupais la parole en deux. Au départ, j'étais plutôt favorable à un top 14. Il y a quelques années, en se disant, en espérant, et ce qui était voulu par la Fédé, par la Ligue, tout le monde, que le rugby se développe vers le nord. On rêve tous d'avoir un club de rugby à Lille, un club de rugby à Strasbourg, un club de rugby à Nantes. Strasbourg dépose le bilan tout de suite. Lille, ça perce pas, même s'ils ont du monde avec leur équipe en Fédéral 1, ils font 5000 spectateurs, c'est bien. Nantes, c'est un peu compliqué tout de suite. Il y a Rouen qui a un peu d'argent et qui voudrait faire quelque chose. Donc ça reste au sud de la Loire, à part les clubs parisiens. Il y a Nevers, mais le stade, je crois que le stade est au sud de la Loire, à Nevers. Je crois que le Poulet Fleury, je crois qu'il est au sud de la Loire. Je connais pas bien ma géographie. À 300 mètres près au vol d'oiseau. Non, je plaisante, mais voilà, ça reste très compliqué. Et effectivement, comme disait Christophe, l'équipe de France est dans une passe difficile. On joue beaucoup ce matin dans le Midi Olympique. Il y a une belle interview de Rory Best, le talonneur de l'équipe d'Irlande, qui avait regardé. Il disait en moyenne, en France, on joue 15 matchs de plus sur une saison. 15 matchs. C'est énorme. C'est colossal. Donc forcément, il ne faut pas s'étonner que les mecs manquent de fraîcheur et des difficultés à se préparer. Christophe, c'est pas toujours un problème de fraîcheur, c'est aussi un problème de formation, de qualité technique. On a des joueurs qui savent faire des choses et qui, en équipe de France, soit ils sont tétanisés, soit c'est plus les mêmes, soit on les change dans l'avion. Mais certains se mettent à faire des doubles sautés alors que c'est des deuxièmes lignes. D'autres escampent des ballons dans l'embut alors que ce sont des ailiers. Voilà quoi. Arrivé un moment, c'est pas seulement le fait de trop jouer qui fait faire ces cagades-là.
c'est aussi un problème de faire le bon geste au bon moment. Et malheureusement, c'est de ça dont on pâtit le plus. Ouais, mais toujours dans le milieu olympique, je crois, il y avait des statistiques sur les premières journées du tournoi de l'équipe de France. C'est l'équipe qui fait le plus d'offload, c'est l'équipe qui fait le plus de passes et tout. Mais bon, il y a déchets, hein, évidemment, toute équipe qui tente. C'est normal. Le jeu appelle la faute. Mais c'est pas un problème de formation. Et là, je rejoins certains consultants quand ils disent que c'est physiquement qu'on rame, qu'on n'arrive pas à tenir l'intensité et le rythme imposé par notamment les Celtes. Il faut regarder la configuration là, du tableau final de la Champions Cup cette année. Hein. Il y a un club anglais, 2 clubs français. Il y a 2 Écossais et 3 Irlandais. Et c'est pas le Pro 14 qui les use, parce qu'on sait très bien comment ils fonctionnent, ils se gèrent, et il y a beaucoup moins de matchs. Donc, oui, puis en plus, il y a une bonne entente avec les fédérations, ce qui n'est pas forcément le cas en France. C'est pas qu'il y a une bonne entente, c'est la fédération qui a la main mise sur les clubs. Tout à fait. Et comme a dit Eddie Jones, c'est pas l'entraîneur de club qui va m'apprendre à comment gérer un international. Ça, ici, là, s'il y en a un qui dit ça, il est fusillé au peloton. Là, il va être, ça va dans les brancards. Non, pour moi, un top 12, on supprime le barrage de descente, on supprime le barrage d'en haut, ça fait gagner 3. On supprime les phases finales. Non, on peut laisser les demi-finales, même si un jour, peut-être. En Angleterre, on arrive directement en demi-finale, hein, c'est ça. Donc on serait à 12 et on qualifie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, demi-finale. Top 12, t'économises 4 dates, plus celle du barrage, ça te fait 5 dates. 5 dates, c'est énorme. Un mois et demi. C'est plus d'un mois. Un mois et demi. C'est plus d'un mois. Donc mais alors pourquoi on ne le fait pas alors tu le disais tout à l'heure, Éric de Première est un des rares présidents à. Parce que chacun défend sa chapelle. Chacun défend sa chapelle. C'est pas le président d'Agen ou le président de Pau qui vont voter pour le top 12. Oui, mais est-ce que par exemple. Pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, ni la Pro D2. Oui, mais quelque part, ça ferait un gâteau à se partager à moi aussi, ça serait étonnant. Oui, on va rappeler que Canal+ verse près de 100 millions de francs par saison. D'euros ou la vache. Va verser des francs, il y a longtemps qu'on ne voit plus. Ça suffit pas. Ancien ou nouveau C'est mon opération, ça m'a. Non, mais ça permettrait de repenser la Pro D2 aussi, de faire une Pro D2 plus nerveuse, parce que aussi la 16 clubs, je trouve que ça fait beaucoup. Est-ce qu'il faut faire 2 poules? Est-ce qu'il faut inventer une 3e division presque pro, une antichambre, une vraie fédérale 1 avec une vraie poule d'accession. Et une Pro D2 peut-être réduite aussi à 14, mais là, ça 14. Si on passe de 16 à 14 et au-dessus de 14 à 12, ça veut dire qu'il faut enlever 4 clubs professionnels. Là, c'est sûr que ça ne va pas être voté, vu que ces gens-là votent de la carte. Le président de Colomiers a autant de poids que celui de Clermont ou de Toulon, presque aujourd'hui, dans les votes. Je pense que le vrai problème plus loin que ça, c'est aussi l'organisation du championnat aujourd'hui. Bon, déjà, avant, il y avait 2 descentes. Sur 14 clubs, c'était énorme. Aujourd'hui, il y a une descente effective, plus une où le club peut se sauver en barrage. Peut-être qu'il faut qu'une seule descente, point. Oui, ça veut dire que le 13e, il est libéré. Il y avait le match, par exemple, ce week-end, il y avait un Pau Agen. Les 2 clubs jouaient la trouille au ventre. Voilà. La peur de perdre, celui qui veut... ça se voit sur le terrain. Oui, personne ne veut être 13e pour ne pas jouer le barrage. Si ces 2 clubs savent aujourd'hui que Perpignan est condamné parce qu'ils sont trop loin, je pense que le spectacle donné sur le terrain n'est pas le même. Les joueurs jouent libérés et on ne voit pas le même rugby. Là, c'était un rugby de chicanos parce qu'il fallait gagner à tout prix. Et pour le spectacle, c'est pas non plus. Et un génial. top 12 supprimerait enfin ce qui est pour moi une aberration, la plus pire aberration dans ce sport, c'est les doublons. On est le seul sport au monde où les équipes, il y a des compétitions internationales en même temps que des compétitions. Les gens qui sont à l'extérieur du rugby ne comprennent pas grand-chose. Ils disent vous êtes à la ramasse. Et ils ont raison là-dessus. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y a Didier Lacroix qui est intervenu en disant. Alors lui, il est intervenu par rapport à ça, mais surtout sur l'horaire. C'est-à-dire qu'on a Canal+ a programmé. Alors évidemment, si Eric Belmontant il va prendre son téléphone, il va la double peine. Parce qu'il va dire que c'est pas lui qui décide, c'est la Ligue. C'est quand même les deux. C'est quand même. On m'a toujours dit que c'était le payeur qui était. Canal a son mode. Le diffuseur. Le diffuseur a beaucoup de poids, c'est évident. Mais c'est vrai que Didier Lacroix a stigmatisé, a mis en exergue le fait qu'on. La proximité des coups d'envoi des différents matchs. Donc qu'empêcher les uns de regarder le match à la télé ou les autres de venir au stade. Non, mais de toute façon, le rugby doit revoir ses calendriers déjà d'organisation au niveau pro, mais à tous les niveaux. On avait fait un billet il n'y a pas longtemps, le jour de France-Angleterre, le dimanche, tout le rugby français jouait. On disait, on a mis de Lille à Ajaccio, dans toutes les divisions partout. Non, mais c'est un vrai problème. Ça dépasse le problème français parce que là, c'est l'IRB qui. Non, c'est un problème. C'est World Rugby qui. Oui, mais c'est un problème français. Les dates des tournois sont connues très longtemps à l'avance. On peut, en plein mois de février, prévoir une journée off le jour où l'équipe de France joue.
Voilà, que tout le monde puisse profiter de ça aussi. C'est compliqué sur les justement, c'est le moment de tout revoir. Et alors Valérie, une question, il n'y a plus beaucoup de neige. Est-ce que justement vous faites confiance à Bernard Laporte et à Paul Gauze pour s'entendre? Oui. Et Martial, président de la Fédé. Ça fera l'objet d'un autre débat, ça. D'accord. Il y aurait de quoi dire. On prend rendez-vous, mais est-ce que vous pensez quand même que les mentalités il faut que, évoluer, comme a dit Valérie, ça dépasse le championnat de France, ça dépasse la France, même l'Europe. C'est des décisions à l'échelle mondiale sur ce qu'ils appellent, mais je me souviens, il n'a pas été président de la Fédé, c'était son cheval de bataille, la saison globale. C'est-à-dire qu'on joue de la même façon au nord et au sud. Ce qui se fait dans le foot. Mais comme c'est pas un club, c'est pas un sport universel et que les saisons sont inversées. Les saisons sont inversées. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Alors moi ça fait partie de mes top et flop, mais on reparlera peut-être de la Ligue mondiale. C'est peut-être un des sujets un des objectifs poursuivis par cette création de Ligue mondiale. Mais on en est loin d'avoir la saison globale. Ça joue à l'envers. En tout cas, on en reparlera sûrement de ce sujet. Jeff, tu voulais conclure? Oui, parce que je voudrais dire pourquoi je suis pour le top 14 aussi quand même. C'est pour sauver Aurillac un jour si des fois il remonte. Non, pas que, mais c'est pour permettre à des des Grenoble de gagner leur barrage et de remonter en top 14, comme ça a été le cas l'an dernier contre Oyo. C'est pour permettre à Agen d'accéder et de ne pas redescendre dans la foulée. C'est pour permettre à des équipes comme Nevers ou Mont-de-Marsan qui sont Nevers, une place forte, récente, fortunée, Mont-de-Marsan, une place historique du rugby, de retrouver l'élite. Perpignan, qui est quand même un club qui jouait le haut du panier, qui a même été champion il n'y a pas très longtemps. C'est ce que 2009. J'ai eu Bernard Gouta hier soir pour faire le papier que j'ai fait dans le journal ce matin. Bernard Gouta, il est surtout inquiet pour Perpignan l'année prochaine en Pro D2. C'est la redescente quand tu as perdu 95% de tes matchs. L'année d'après. C'est les dégâts psychologiques que ça va créer dans ce club et auprès de l'effectif. Donc, quel intérêt pour un club dont on sait qu'il n'aura pas les moyens. Et l'année prochaine, qui va monter là? Personne ne peut répondre. La route tourne à une vitesse en Pro D2. Il n'y a aucun club qui se détache. Ça peut être un coup Nevers, un coup Bayonne, un coup Oyo. Ça peut être Oyo, ça peut être Nevers, ça peut être Brive. Mais je plains le club qui va accéder en top 14 l'année prochaine. Franchement, car le fossé se creuse de plus en plus. Et en plus, encore pire si c'est celui du barrage. On prévient avant le premier de la saison régulière monter. Ce qui fait que tu avais le temps d'anticiper. Les équipes pouvaient anticiper. Là, pas du tout. Ça avait été le cas de Lyon. Rappelez-vous, Lyon, avec Pierre Mignoni. Il y a 3 ans, Lyon, à cette époque, ils savaient qu'ils montaient. Ils savaient déjà qu'ils montaient. Ils faisaient leur marché. Ça avait été le cas pour d'autres équipes. Oyo avait fait un premier passage en top 14 avec 2 premières saisons exceptionnelles, dont la seconde lui a permis de se qualifier pour la Grande Coupe d'Europe. Certes, ils se sont brûlés les ailes, je pense, mais bon, c'est autre chose. Mais le premier montait directement. Et le deuxième billet était offert après des phases finales. Mais c'est pour ça que moi, je suis favorable au top 14. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait plus la prime. Ça ne soit pas le championnat des grandes métropoles, des grandes mégalopoles. Tu ne peux pas aller contre le sens de l'histoire. Qu'il y ait de la place pour des malheureusement, villes petites ou moyennes. Quillan ne sera plus jamais champion de France de rugby. Ni Carmo, je le sais. Allez, messieurs, on va s'arrêter là. La conclusion était donc pour Jeff de la France Insoumise. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, rapidement, vos tops et vos flops. On commence avec toi, Valérie, ton top. Ça va être les 2 premiers championnats, Toulouse et Clermont, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plié. Ils ont Clermont à 9 points d'avance sur le 3e Lyon. Toulouse en a 15. Enfin 6 sur l'ASM, pardon. C'est les 2 premiers qualifiés, donc 15 et 9. 3e, oui. Bon, voilà. Aujourd'hui, on connaît déjà 2 équipes qui seront à Bordeaux les 7 et 8 juin. Donc là-dessus, il n'y a pas de suspense, c'est fait. Ils ont fait un beau parcours, bravo. Supporters, réservez vos places. Oui, vous pouvez réserver soit les places plus l'hôtel. Jeff, ton top? Alors mon top, ça fait longtemps que j'ai pas été invité, donc c'est un top qui est pas, donc je vais prendre la parole pendant qui est pas méga chaud bouillant, mais bon, j'y tenais. Alors on va descendre d'un étage, comme disait, on va descendre d'un étage et on va parler de Pro D2 et on va parler d'Aurillac et on va parler d'un joueur que j'ai vu commencer en Pro D2 il y a plus de 10 ans de cela et qui a annoncé qu'il était en fin de contrat au Stade Aurillacois à la fin de la saison là et il a annoncé qu'il prolongeait de 3 ans et que c'était son dernier contrat
contrat et qu'il finirait sa carrière à Aurillac. Son nom. Paul Boissé. Voilà, Paul Boissé. Ça sera le grand polo d'Aurillac. Et alors, si certains ont un peu d'argent et veulent lui ériger une statue sur le parvis du stade Jean Alric, il n'y a pas de problème. Hein. Parmi les bras les plus musclés du rugby français. Hein. Voilà. Oui, ouais. C'est passionnant. Ton top, Christophe? Mais mon top, moi, c'est un rapport au match ASM Grenoble. J'ai revu le match, c'est la prestation de Wesley Fofana. Avec lequel on était un petit poil critique, pas trop dans nos colonnes, mais surtout sur notre site. Nos amis qui ont suivi le match et qui ont noté la prestation des Clermontois. Non, il a fait un match très 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 belle prestation, que ce soit défensive ou offensive. C'est le joueur qui a le plus franchi, qui a dû battre le plus de défenseurs. On sentait qu'il avait de l'envie, et il n'avait pas joué depuis le Pays de Galles, donc ça fait un mois pile. Il a été gêné apparemment par un petit pépin musculaire en suivant, et il avait repris l'entraînement. Il aurait pu jouer en Angleterre et tout, il n'avait pas été retenu. Contre l'Écosse. Contre l'Écosse, pardon, oui. L'Angleterre, c'était trop juste. Oui, contre l'Écosse. Mais Fofana à ce niveau, franchement... Il n'y a pas photo. Hein. Je ne vois pas de joueurs capables. Parce que évidemment que beaucoup retiennent de Fofana ses envolées, ses percées, sa manière de jouer sur le plan offensif. Intelligent. Mais en défense, il ne se fait pas prendre. Non. On passe au flop, Valérie. Pour terminer sur Fofana, et il a quand même fait un super cadeau à Rémi Grosso, qui a quasiment pas vu un ballon de l'après-midi. Oui. Il aurait pu aller lui-même marquer l'essai. Il a dit allez tiens un caviar. Tiens, c'est pour toi. Allez les flops, Valérie. Le flop, ce serait le Stade Français pour les révélations du journal Le Monde, là, qui nous dit que la perte d'exploitation du club sur la saison 2017-2018 serait de 18 millions d'euros. Alors pour nous, ça fait un petit peu d'argent. Bon, pour le président du Stade Français, le milliardaire, Monsieur Field, pour lui, c'est une paille, hein, c'est pas grand-chose. C'est peanuts. Mais bon, quand même. Non, mais ça veut dire les difficultés qu'a le rugby à Paris pour attirer du monde, pour susciter quelque chose, un engouement. Et voilà, la période de Guazzini paraît très très loin au niveau de l'engouement, je parle. Au niveau des finances, c'était compliqué aussi. On a vu comment ça s'est terminé. Mais là, voilà, ça pose un vrai problème. Le match contre Toulouse, quand même, hier, était super important. Et à Paris, il y avait 13 000 personnes, je crois, à Jean-Bouin. Donc on n'arrive pas à remplir un stade. Aujourd'hui, la jauge est mise à 15 000, mais on peut mettre 20 000. Et sur les 13 000, je pense qu'il y avait la moitié de Toulousains de Paris ou des gens du sud-ouest de Paris qui étaient venus voir le match. Donc ça pose un vrai problème quand même d'attractivité. Et pourtant, faut pas mégoter. On connaît les difficultés du Stade Français à domicile. On a besoin d'un club fort à Paris, mais c'est compliqué. Il y a le problème de l'attractivité, c'est vrai, mais il y a aussi le problème, je crois, à savoir de méconnaissance des règles absolues en termes de salary cap et tout. Ils ont fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a un tel déficit. Là, c'est plus les feux rouges qui se sont allumés. Hein. Oui, il y a un vrai problème de gestion. Ville va faire le chèque, mais bon. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont hors des règles, hors des clous de la règle de la Ligue. Hein. Ce qui veut dire que donc va y avoir une amende en plus. Et la bagatelle, mettons, ça va lui coûter au bas mot 18 à 20 millions d'euros. À mon avis, 18 à 20 millions d'euros, même s'il est blindé, le garçon, il va peut-être pas mettre la main au pot chaque année. Il a déjà mis 19 millions. Attends, Jeff, t'as 3 000 euros là sur la table, on t'enlève 18, c'est ça. Parce qu'il a 3 000 millions, il a 3 milliards. Ça fait 3 000 millions d'euros. Voilà. Et là, il s'est fait un chèque de 18. C'est 18 euros sur 3 000 euros. Voilà. Non, c'est de l'argent parce que c'est 2 paquets de cigarettes pour lui. C'est quand on nous paye le café après l'émission. Voilà. Et encore. Jeff, ton flop. Mon flop, moi, c'est la punition qui a été infligée au Bordelais, Belair-Colnord, pour son plaquage. Voyou. Pour son plaquage sur Ben Danone. Un voyou au physique de voyou, non ? Voilà. Alors, il y a faute, c'est indéniable. La zone de contact de Nick Abendanon avec la pelouse, c'est au niveau de la tête, des cervicales. C'est carton rouge, j'ai rien à dire. Mais ce garçon avait pris d'abord 10 matchs de suspension. Ramené à 5 parce qu'il a un casier judiciaire qui plaît dans sa faveur. Donc voilà. Puis c'est tout sauf un méchant en plus. C'est tout sauf un méchant. J'attends de voir les décisions, les prochaines décisions de la commission de discipline sur certains plaquages très violents qu'on a vus, même pas notamment en top 14, mais en Pro D2. Je pense à celui du Neversois Raisuke sur le demi de mêlée de Angoulême Ayesteran. Il l'a littéralement décapité. Je veux dire, voilà. Mais j'invite les gens à aller voir les images sur Internet. C'est impressionnant. Encore ce week-end, Mont-de-Marsan-Béziers, il y a un joueur de Béziers
qui a été un peu comme Battiston à l'époque, à Séville en 82. C'est exactement la même faute. Hein. C'est le Montois et Schumacher et le Biterrois, c'est un peu Battiston. Voilà. Donc on attend à ce qu'il y ait un peu plus d'uniformité. On va voir les sanctions qui seront infligées, de cohérence à ces gestes qui sont vraiment très violents et très dangereux. Alors que Blair Connor, c'est pas un Golgoth. Là, c'est l'application stricte de la règle. Il y a des barèmes. Le problème, vous dites que c'est pas un méchant, c'est vrai. Il n'a pas de casier, c'est vrai. Mais là, on est dans l'interprétation. Alors que quand il y a un barème, que le mec soit un voyou reconnu et patenté, ou que ce soit un mec qui c'est la première fois que ça arrive, t'es obligé. Ah oui, mais bon, il y a la loi et l'application de la loi. Oui, voilà. Il y a la loi, il y a l'esprit. Voilà. Et là, parfois, l'esprit, on l'oublie un peu, quoi. Et c'est un peu grotesque. Christophe, on termine avec ton flop. Mon flop, c'est cette annonce révélée par des médias étrangers sur la création de la Ligue mondiale, sur une compétition sur laquelle travaillerait World Rugby et notamment Agustín Pichot, l'Argentin, qui créerait une nouvelle compétition dont le seul but, il ne faut pas se leurrer, le seul but c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Parce qu'il faut renflouer les caisses de pays qui sont sportivement très très bons. Donc ce serait une ligue fermée avec 12 équipes. Il ne faut jamais oublier que l'Australie... Alors Pichot a fait rétropédalage. Il fait du rétropédalage. Il dit que ce qui a été annoncé de communication. Voilà. Il y a des fédérations qui sont financièrement exemptes. Même la Nouvelle-Zélande est double champion du monde, peut être triple champion du monde. Ils n'ont pas de ces gens-là. C'est un pays de 4 millions d'habitants. C'est des fédérations qui n'ont pas d'argent. Pourquoi les joueurs viennent chercher des gros chèques en France? Donc cette Ligue mondiale créerait donc une compétition supplémentaire qui mettrait en danger la Coupe du Monde tous les 4 ans, qui écarterait en plus probablement des pays tels les Fidji, et d'autres pays pacifiques, Tonga et compagnie. Et puis alors, on a besoin de ça en France, nous déjà avec notre top 14 surchargé et notre Coupe d'Europe qui n'en finit pas. Là il faudrait vraiment passer au top 12. Oui, voire top 10. 70 semaines. Non, là vraiment c'est cette compétition. Bon, en plus on sait pourquoi elle est faite, c'est juste pour faire de l'argent. Donc, Et comme elle est faite pour faire de l'argent, elle a peut-être un avenir. Voilà, et on en reparlera très certainement. C'est malheureusement... censé. Allez messieurs, ce podcast est bientôt terminé, on est un petit peu à la bourre, mais avant de nous quitter, donc place au quiz, un quiz qui va faire appel à votre culture rugbystique bien évidemment. Alors attention, la première question, David Atoub qui a porté les couleurs de l'ASM entre 2002 et 2005, je vous apprends rien messieurs, je voulais savoir quel était son club juste avant Lyon d'arriver à l'ASM. Non, pas Lyon. Non, pas Lyon. Privas. Non. C'est pas... Aubenas. Non. Valence. Le Valence sportif. C'est là qu'il jouait un club qui a révélé aussi Sébastien Chabal. Après, il a fait le Stade Français, Castres. Valence, oui. Ouais. Ensuite, autre question. Julien Bonner, lui, qui a évolué en Auvergne entre 2007 et 2015. À 10 près, combien de matchs a-t-il disputé sous le maillot de l'ASM? 230. 180. 175. 180, c'est 191, donc on va la donner à Christophe. 191 matchs sous le maillot de l'ASM. Damien Chouli, lui, il porte les couleurs de l'ASM depuis 2012. Il a également porté le maillot du 15 de France. Sa première sélection date de 2007. Face à quelle équipe a-t-il joué? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, exact. Oh ouais, Nouvelle-Zélande, je confirme. Autre question. Benjamin Kaiser a disputé 5 finales de Coupe d'Europe avec 3 clubs différents, le Stade Français, Leicester et l'ASM Clermont. 5 finales perdues. Est-ce que vous pouvez me citer les clubs qui ont battu Benjamin Kaiser lors de ces confrontations? Toulon, Saracens. Ça c'était avec Toulouse, Leicester et Toulouse et Leicester. Non. Et le Leinster. Leinster. Voilà. Il jouait avec Leicester. Ouais. Ah oui, d'accord. On a tous les 3 gagnés. Ouais, on est obligé de la refaire. Dernière question. Alors là, on va dire le jeu décisif. Le Super Banco. Ouais, c'est ça. All-in. Jimmy Marlu, qui a évolué sous les couleurs de l'ASM entre 96 et 2003. Non, c'est pas la réponse. A remporté le tournoi de destination avec l'équipe de France en 2002 en signant un grand chelem. C'était Bernard Laporte d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le sélectionneur. Ah, comme quoi il s'y connaît en rugby alors. Alors, est-ce que vous pouvez me citer les 3 autres carrels qui ont participé à cette campagne victorieuse lors du Rougerie, il y en a un autre. Montferdet. Non. Bory. Bernat Salle. Dominici. Non. Il est entraîneur.
C'est pas Dominici, Garbajosa. Voilà, Garbajosa, c'est ça. Rougerie, Bravo. Bory et Garbajosa. Allez, victoire pour Christophe. Merci en tout cas. L'épisode 23 du podcast est terminé. Un épisode que vous pouvez télécharger sur différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Et à la prochaine. Salut. Ciao. À bientôt.